Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les titres: formation professionnelle, 460 jeunes formés et désormais outillés pour la suite. Le FONAP leur remet attestation et quitte, tandis que le ministre les appelle à transformer les acquis de la formation en projets concrets. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis le développement de la discipline et l'organisation du prochain championnat national au cœur des échanges. Les responsables du taekwondo reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, le FONAP, a organisé ce mercredi 26 août une cérémonie officielle de remise d'attestation et de kits à 460 jeunes ayant bénéficié d'une formation. La cérémonie s'est tenue au ministère des Affaires étrangères, Pafing Djouri. En plus des attestations de fin de formation, ces jeunes lauréats ont également reçu des outils d'installation d'électricité, de froid et climatisation des machines à coudre, des étoffes et tissus. Ils vont valoir leurs connaissances acquises et prouver le sens des responsabilités dans ces domaines énumérés par Hissène Adamou Kamara, le représentant des centres de formation. Au cours de leur parcours, ces jeunes ont été formés dans plusieurs métiers, notamment la couture, l'électricité bâtiment, l'énergie solaire, le froid et la climatisation, la mécanique automobile et le stylisme. Ils ont acquis non seulement des connaissances techniques, mais également des valeurs essentielles telles que la discipline, la ponctualité, le respect du travail bien fait, l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités. Pour le directeur général du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, son institution n'a pas choisi ses filières par hasard, mais elles correspondent aux besoins de la population, tout en insistant sur l'attachement du gouvernement à la promotion de la formation professionnelle des jeunes. Elle traduit également l'engagement constant des plus hautes autorités du pays, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à faire de la jeunesse l'épine dorsale et le moteur de développement économique et social de notre pays. Pour lui, la jeunesse constitue la clé de voûte et aussi le socle pour le développement du Tchad. Créé le 31 décembre 1993, le FONAP s'est fixé pour objectif l'amélioration des compétences des jeunes pour répondre aux besoins réels du marché du travail et des secteurs porteurs. Il a en même temps pour mission la valorisation des ressources humaines et la promotion du développement des compétences professionnelles en général. Présent à cette cérémonie officielle de remise d'attestation et de kits, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation, Dr Sitagion Batina Bini, a appelé les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises et à faire bon usage des kits reçus. Suivez. Chers lauréats, chers jeunes, je termine en vous adressant un message de confiance et de responsabilité. Vous avez été formés, c'est bien. Vous êtes désormais détenteurs des compétences, c'est bien. Et vous bénéficiez aujourd'hui d'un premier outil pour démarrer votre activité, c'est encore bien, c'est toujours bien. Mais croyez en vos capacités, soyez persévérants, soyez disciplinés et surtout soyez des acteurs de votre propre avenir. L'homme est le boulanger de sa propre vie, disait quelqu'un. Ou bien, le Tchad compte sur vous pour mettre vos compétences au service de votre communauté et du développement de votre pays. Vos parents qui vous accompagnent ce matin et qui sont là, et à qui je salue d'ailleurs la présence, vous regardent et attendent que vous leur donniez la joie au cœur. Ils veulent être fiers de vous. Les difficultés que vous pourriez rencontrer au début de votre parcours ne doivent pas vous décourager. L'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle exigent de la patience, de l'innovation, de la rigueur, de la persévérance, et j'ajouterai même un mot qui est difficile au Tchad, de l'intégrité.
Le secrétaire général de la province du Bata, Abba Saradingar, a présidé lundi 24 août 2026 à Ati le lancement d'un atelier de formation, de sensibilisation et de prévention consacré aux violences basées sur le genre, à l'exploitation et aux abus sexuels, au harcèlement sexuel ainsi qu'aux questions de genre. Abderrahman Mustafa Abderrahman Mansawa Absakin. Organisée dans le cadre du projet d'appui à la transformation numérique, cette activité s'inscrit également dans la campagne nationale sur la digitalisation de l'administration publique et l'inclusion numérique des femmes, des filles, des jeunes et des personnes vulnérables, notamment pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. Prenant la parole, chef de mission Notigumbaï Berio Maturin, spécialiste en JAR et VBG, a présenté les objectifs de la mission. Il a notamment insisté sur le renforcement des capacités des acteurs locaux, la prévention des violences, la connaissance des droits des victimes, ainsi que les mécanismes de signalement et de prise en charge. Il a appelé les participants à devenir de véritables relais communautaires pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et contribuer à la protection des personnes vulnérables. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province du Bata, Abba Saradingar, a souligné les inégalités persistantes dans l'accès des femmes au numérique et le nouveau risque lié à l'utilisation des technologies, notamment les cyberviolences, les harcèlements en ligne et l'exploitation numérique. Il a appelé les points focaux du PATN, les responsables des services déconcentrés, les partenaires et les organisations de la société civile à jouer pleinement leur rôle de sentinelles, de relais et de modèles au sein de leur communauté et institutions. Le secrétaire général a officiellement déclaré ouvert les travaux de l'atelier. Les travaux se poursuivront pendant 2 jours autour des échanges, de la sensibilisation et du renforcement des capacités. Détenu près de 7 ans à la maison d'arrêt de Klessoum avec ses co-accusés après leur arrestation en novembre 2019, Abdoulaye Miskin n'a toujours pas été jugé. Son procès, prévu ce mercredi 26 août 2026 devant le tribunal de grande instance de N'Djamena, a une nouvelle fois été reporté au lundi 31 août. Ce renvoi fait suite à une demande formulée par le conseil de l'une des parties civiles. Pour en savoir davantage, écoutons Maître Benjamin Madigo Baye, l'un des avocats des accusés. L'audience initialement prévue aujourd'hui à 9h a difficilement commencé pour des raisons logistiques à 13h20. L'acte d'accusation a été lu aux accusés et le président de la cour a interrogé les accusés qui n'ont pas reconnu les faits. Et la partie civile a introduit, l'une des parties civiles a introduit une demande de renvoi. Alors le débat s'est articulé par rapport au motif de ce renvoi. Est-ce que pour permettre à l'un des avocats de la partie civile d'être là à l'audience, ou bien c'est pour permettre à toutes les parties civiles qui sont au nombre de 28 d'être présentes à l'audience. Donc nous avons pris presque 1 heure du temps pour en débattre. Donc la Cour a retenu que c'est la présence des parties civiles. Parce que figurez-vous, l'audience qui avait eu lieu le 25 juillet 2022 a été renvoyée au 2 août 2022 pour la présence des parties civiles et des témoins. Maintenant, cette demande a été renouvelée et la Cour a renvoyé cette demande au lundi 31 pour permettre aux parties civiles d'être présentes. Ce qui sera une chose difficile parce que les parties civiles résident en Centrafrique.
Nous le disions encore hier, le Tchad entre progressivement dans la période de fin de saison des pluies, particulièrement favorable à la prolifération du moustique, vecteur du paludisme. Face à cette menace, les autorités sanitaires ont lancé dès le mois de mars plusieurs actions de riposte, dont une vaste campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Où en est aujourd'hui la lutte contre le paludisme? Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mohamed Saleh Issaka Diar, fait le point. Il revient également sur la question des opérations de démoustication suivies. Nous avons bouclé la première partie de la campagne qui est entièrement financée par les partenaires. Donc aujourd'hui, nous avons 16 provinces qui sont couvertes et plus de environ 10 millions de moustiquaires qui sont déjà distribués donc dans les 16 provinces. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est la première phase parce qu'il y a une deuxième phase qui va concerner la distribution de moustiquaires qui seront achetés par le gouvernement. Et donc là, c'est attendu que ce soit dans 2 provinces. Donc une partie de la ville de N'Djamena sera couverte par la campagne et une autre province. Le Grand Nord, il n'est pas éligible pour la campagne parce que c'est des zones où il y a peu de pluie et également en fait peu de moustiques. Et donc, seront nos études. Il n'y a que 20 provinces qui sont éligibles pour la campagne. Maintenant, pour les 20 provinces qui sont éligibles pour la campagne, les partenaires, grâce aux partenaires, on a réussi à mobiliser les moustiquaires pour 16 provinces. Et il reste maintenant 4 provinces parmi les provinces éligibles à couvrir par les moustiquaires. Le gouvernement va mobiliser les moustiquaires pour 2 provinces. Et maintenant, il va rester malheureusement 2 provinces qui ne seront pas couvertes. Aucune stratégie ne peut suffire à elle seule. Mais maintenant, la synergie de ces stratégies-là peut permettre de vraiment en fait, prévenir le paludisme. Depuis 2021, donc on fait la pulvérisation chaque année. Actuellement, on travaille dessus. Je pense avant la fin du début, disons, le mois de septembre, en fait, la stratégie va être mise en œuvre. Et ça sera toujours en porte-à-porte où les volontaires de la Croix-Rouge vont passer au niveau des ménages pour assurer la pulvérisation. En sport, le développement du taekwondo tchadien et les préparatifs du championnat national étaient au cœur d'une rencontre tenue ce mercredi 26 août 2026 au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Nahir. Le ministre a échangé avec une délégation de responsables de cette discipline sur les enjeux et les perspectives de développement du taekwondo au Tchad. Bayrakoula Maxime. Donner un nouvel élan au taekwondo tchadien, c'est l'ambition affichée à l'issue d'une rencontre tenue ce 26 août entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Nahir, et les responsables de la discipline. La délégation était composée du président de la Fédération tchadienne de taekwondo, du président de la Fédération des arbitres de l'Union africaine de taekwondo et du président de la Ligue régionale du centre de Yaoundé au Cameroun. Les échanges ont porté sur les moyens de développer davantage le taekwondo au Tchad, mais aussi sur les préparatifs du championnat national qui se profile. Pour Bernardi Tariq, président de la Fédération des arbitres de l'Union africaine de taekwondo, les échanges avec le ministre ont été particulièrement fructueux. On a abordé avec le ministre le sujet de comment développer le taekwondo au niveau du Tchad, donner des recommandations pour soutenir la fédération. Du côté de la Fédération tchadienne, l'organisation de ces championnats nécessite également l'implication des partenaires privés. Son président Djimadoum Nodina appelle les grandes entreprises à apporter leur soutien à la compétition et invite les amoureux du taekwondo à se mobiliser. Nous demandons aux autres, à quelques jours, de s'efforcer pour nous permettre d'atteindre nos objectifs parce que c'est très dur lorsque la fédération se bat seule pour les compétitions. Nous aurons 12 équipes qui seront à N'Djamena. Nous demandons à la population de sortir massivement pour voir ce qui se passe et comme ça ils sauront comment on se bat à l'extérieur pour ramener des médailles. Au-delà de la compétition, la fédération veut faire de ces championnats une véritable occasion de promouvoir le taekwondo, de valoriser les jeunes talents et de renforcer la pratique de cette discipline au Tchad. En 2026, le marché chinois du café connaît une expansion fulgurante portée par une demande intérieure en pleine mutation et par l'ouverture accrue du marché aux produits africains. L'extension du traitement tarifaire zéro aux produits en provenance des pays africains éligibles vient renforcer cette dynamique et ouvre de nouvelles perspectives commerciales. Entre un marché chinois en pleine effervescence et une coopération économique sino-africaine qui se consolide, les filières du café et du cacao africains pourraient tirer leur épingle du jeu. Découvrez les perspectives de ces deux secteurs dans ce reportage de Ngakoto Maturé.
Au cœur de cette évolution, la ville de Kunshan, dans la province de Jiangsu, illustre la métamorphose d'un secteur jadis cantonné à la simple consommation en un véritable écosystème intégré allant de la transformation des équipements jusqu'à la distribution et au tourisme. C'est ce panorama que la semaine d'échanges culturels audiovisuels Chine-Afrique 2026 a permis de découvrir à une délégation de journalistes africains invités à observer comment les grandes entreprises locales tissent des liens toujours plus étroits avec les producteurs du continent. Parmi elles, l'entreprise des torréfactions Copy Break incarne cette dynamique. Son directeur Yang Chao Tang indique qu'elle importe chaque année plus de 10 000 tonnes de grains d'Afrique, principalement d'Éthiopie, d'Ouganda, de Tanzanie et du Kenya, et prévoit d'accroître encore ses achats en Afrique grâce à la politique de droits de douane nulle. Un modèle économique dont pourraient à terme bénéficier les grands producteurs africains de cacao à l'image de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Cameroun ou de la République démocratique du Congo, selon ainsi un partenariat nullement avantageux entre la Chine et l'Afrique. Lors des interviews accordées aux médias chinois à terme de ces échanges, plusieurs journalistes africains ayant pris la mesure des opportunités offertes ont appelé à un renforcement de la coopération commerciale afin de mieux valoriser ces secteurs. Tout en saluant ces perspectives, ils ont néanmoins rappelé que la qualité, la transformation et la logistique demeurent des défis majeurs à relever pour conquérir durablement le marché chinois. Ces différents points font précisément l'objet des discussions approfondies entre les parties africaines et chinoises, soucieux d'écarter tout risque de malentendus et de bâtir un partenariat solide et pérenne. L'essentiel de l'actualité internationale de ce mercredi 26 août 2026 nous conduit en Guinée où 6 corps ont été découverts dans une fosse commune à Forêt-Karia en Arménie. La perspective d'une candidature à l'Union européenne suscite l'intérêt de Bruxelles et ravive les tensions de Moscou. Enfin, au Pérou, 4 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 35 ans de prison pour l'assassinat du leader indigène et défenseur de l'environnement Kinto Inuma. Mahmoud Brahim nous fait le point. En Guinée, 6 corps ont été découverts le 25 août dans une fosse commune dans la préfecture de Forêt-Karia, au sud du pays. Les dépouilles, toutes masculines, avaient les yeux bandés et les mains attachées. Elles n'ont pas été identifiées. Parmi les victimes figurait un homme âgé d'environ 60 ans. La découverte a provoqué une vive émotion dans le pays. Alertés par des jeunes qui ramassaient du bois de chauffe dans une forêt proche d'un village de la sous-préfecture d'Alasoya, les autorités locales et les procureurs de la République se sont rendus sur les lieux. Après les premières constatations, les corps ont été exhumés et transférés à l'hôpital des Forêt-Karia pour permettre leur identification et déterminer les circonstances de leur mort. La justice a ouvert une enquête afin d'établir les faits et s'identifier les responsables. Selon des sources locales, une autre fosse commune contenant 4 corps avait déjà été découverte dans la même préfecture en octobre dernier. L'Arménie pourrait prochainement déposer sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne. Le Premier ministre Nicole Pachinian a évoqué cette possibilité alors que Bruxelles s'est dit prêt à examiner cette démarche avec intérêt. Cette perspective marque un nouveau rapprochement entre Erevan et l'Europe, mais risque également d'accentuer les tensions avec Moscou. La Russie considère toujours l'Arménie comme relevant de sa sphère d'influence. Les relations entre ces deux pays se sont déjà dégradées ces dernières années, avec notamment des mesures commerciales russes visant certains produits arméniens. Pour la Commission européenne, l'intérêt manifesté par Erevan illustre l'attractivité de l'Union européenne auprès des citoyens arméniens. Au Pérou, 4 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 35 ans de prison pour l'assassinat de Kinto Inuma, chef indigène et défenseur de l'environnement, tué par balle en novembre 2023. La victime s'opposait à la déforestation illégale et à l'expansion du narcotrafic dans son territoire de Santa Rosilio de Yanayacu, dans la région de Saint-Martin. Il avait notamment déposé plusieurs plaintes et participé à des actions de défense de son territoire avant d'être assassiné, alors qu'il rentrait d'une réunion avec d'autres défenseurs des droits humains. La condamnation est saluée comme une décision historique par les avocats des victimes dans un contexte marqué par l'impunité de nombreux crimes visant les défenseurs de l'environnement. Pour la famille de Kinto Inuma,
Cette décision de justice constitue enfin une forme de reconnaissance et d'apaisement après le drame. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Tchad 24.